Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le retour à la normale n'est pas à l'ordre du jour en Tunisie. L'état d'urgence en vigueur depuis les attentats terroristes de 2015 est de nouveau prolongé. Une prolongation jusqu'au 11 mars annonce la présidence. Cet état d'urgence a-t-il encore son utilité? Est-il encore efficace? C'est la question au cœur du débat de ce soir. Dans la deuxième partie de cette émission, la zone monétaire d'Afrique centrale qui continue de subir les conséquences de la chute des prix des matières premières. Nous ferons le bilan des mesures préconisées par le FMI qui est intervenu notamment auprès du Cameroun ou encore du Tchad. Pas assez de logements sociaux. Une plainte de nombreux Africains alors que 800 000 nouveaux logements sont attendus chaque année. La situation est alarmante. Nous prendrons la direction du Caire, ville à la croissance démographique la plus rapide au monde, mais en panne de logement. Voilà pour les titres et pour en débattre. Avec moi ce soir, Madame Marie-Thérèse Altermat-Massing, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariennes de la République. Gratien Roukindikiza, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Donc, Gratien Roukindikiza, éditorialiste d'Africa 24. Commençons par l'actualité politique. L'état d'urgence est donc une nouvelle fois prolongé en Tunisie après des consultations avec le chef du gouvernement et le président du Parlement. Le chef de l'État a donc décidé de le prolonger d'un mois. Les autorités tunisiennes qui justifient l'extension de cette mesure d'exception par la situation chaotique mais également très préoccupante qui prévaut toujours dans la Libye voisine. Sharon Kamara. En vigueur depuis la série d'attentats djihadistes de 2015, l'état d'urgence a été prolongé une fois de plus en Tunisie et cette fois-ci pour une durée d'un mois. L'annonce a été faite par le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, suite à des consultations avec le chef du gouvernement et le président du Parlement. Les Tunisiens se donnent les moyens, à travers cette prolongation de l'état d'urgence, pour pouvoir opérer les contrôles et traquer et continuer à traquer les réseaux terroristes, en tout cas le noyau résiduel de ces terroristes. Pour rappel, en 2015, la Tunisie avait été frappée par 3 attentats meurtriers qui avaient fait plus de 60 morts pour la plupart des touristes étrangers. L'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Jusqu'au 11 mars 2018 pourront être interdites les grèves et réunions susceptibles de provoquer le désordre. Quand il y a cette loi, on peut s'autoriser un certain nombre de choses et ça va accélérer en réalité la prise de décision et surtout la manière de contrôler et interroger, identifier ces réseaux. Depuis 2015, les mesures mises en place par le gouvernement ont permis d'améliorer la situation sécuritaire du pays, même si le risque n'est pas définitivement absent, notamment en raison de la proximité géographique avec la Libye. Après les attentats de Sousse et du Bardo, les parlementaires ont fait entrer plusieurs mesures qui relèvent de l'état d'exception dans le droit commun. Dans ces conditions, quelle utilité de garder l'état d'urgence? Je crois que c'est très très important, vu la proximité avec la Libye. Et on sait que les djihadistes qui ont été chassés de la Libye, on ne sait pas où ils sont. Beaucoup sont entrés en Tunisie et apparemment il y a même un foyer terroriste même en Tunisie. Donc si le président a jugé utile de prolonger l'état d'urgence, c'est parce qu'il y a des risques réels pour les attentats qu'on connaît, les bombes et tout ce qui s'ensuit. Et vous savez que la Tunisie est l'un des rares pays qui lutte vraiment férocement contre le terrorisme. Ils ont une politique très 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 efficace et très très en avance pour lutter contre le terrorisme, mais ils ne sont pas à l'abri, malgré que la population représente peut-être 70 ou à 80% musulmans, ils sont aussi menacés que les autres pays. Donc je trouve que c'est nécessaire pour maintenir cet état d'urgence. Gratien, l'état d'urgence est nécessaire en Tunisie, malgré que des dispositions de l'état d'urgence fassent déjà partie du droit commun. Oui, l'état d'urgence est nécessaire parce que justement, comme vient de le dire notre invité, c'est qu'il y a une situation explosive en Libye. Mais il faut toujours se dire que ces terroristes, là où ils s'installent, en principe, il y a des pays qui sont derrière. Ce n'est pas un phénomène qui naît de rien.
Parce qu'en Libye, par exemple, on voit bien la baisse, disons, plus les terroristes sont chassés de la Syrie, plus il y a des terroristes en Libye. On se demande comment est-ce que ces terroristes sont partis de la Syrie pour arriver en Libye. Il y a des informations comme quoi il y a certaines puissances qui essaient de sauver ces terroristes pour les ramener dans un pays et puis pour les remettre dans d'autres pays. C'est comme si vraiment il y avait les terroristes et c'était une arme utilisée par certains pays contre d'autres qu'ils veulent déstabiliser. Or, la Tunisie en fait a subi les conséquences de cette politique parce que la Libye n'étant pas sécurisée, il va de soi que la Tunisie va être touchée parce que les terroristes, il y en a qui sont partis de la Tunisie, qui aimeraient bien revenir chez eux pour faire l'insécurité dans leur pays. Donc, autant qu'il y ait les moyens, même s'il y a un développement, même s'il y a la démocratie, le peuple a besoin de la sécurité. Alors, par ailleurs, en ce qui concerne le nombre de combattants qui rejoignent chaque jour, chaque mois, chaque année les rangs de Daesh, ce nombre-là, malgré une nette diminution, mais les Tunisiens, en tout cas les jeunes Tunisiens, continuent d'aller grossir les rangs des terroristes. Ah ben, il n'y a pas que les Tunisiens. Alors, il y a les Africains, bien entendu. on le sait. Alors, la Tunisie, parce que les Tunisiens forment le plus gros contingent au sein des rangs de Daesh. Absolument. Actuellement. Pour en revenir à ce qu'il a dit, il y a des pays qui sont derrière. Les pays du Golfe, ne nous voilons pas la face. On sait que le Qatar a été indexé. Et quand on sait que le Qatar, c'est le plus grand investisseur en France, qui achète les hôtels, qui achète les équipes de football, qui achète des vignes, qui achète des châteaux, on se demande, on ne peut pas se dire, voilà, on traite avec eux et on est contre ce qu'ils font. Non, où on dit clairement qu'on ne peut plus collaborer avec ces pays du Golfe qui financent et qui soutiennent le terrorisme. C'est inadmissible qu'on continue encore à collaborer avec eux. Et la Tunisie est vraiment un bastion, parce que c'est entre la France, la Libye, d'autres pays sensibles, l'Égypte, la Tunisie. Et quand on descend un petit peu, le Nigeria, où Boko Haram sévit toujours depuis plusieurs années. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ah oui, l'année prochaine, on n'entendra plus parler du terrorisme, on n'entendra plus parler de Boko Haram, mais ils ne se sont jamais mieux portés que maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière, les financements. Ils sont armés par qui? Les armes que ces terrorismes-là ont, la France fabrique les armes. Les États-Unis, la Chine, la Russie. Donc il faut déjà commencer par le début, d'où viennent les armes. Les armes viennent de ces pays. Donc on ne peut pas dire quelque chose et son contraire en même temps. Alors, est-ce que l'état d'urgence permet justement de cibler toutes ces filières? Est-ce que l'état d'urgence est efficace sur ces questions? Pour le moment, c'est mitigé, mais soyons quand même un petit peu optimistes. Mais moi, je me dis, cet état d'urgence sert ne serait-ce que pour cibler là où sont ces bastions et essayer de réguler aussi le ravitaillement en armes, parce qu'il faut taper là où ça fait mal, et puis saisir aussi les comptes. Moi, je crois que ça fait partie aussi de toute cette politique-là de lutte contre le terrorisme. Gratien Okindikiza. L'état d'urgence permet, disons, à la police, aux services de sécurité, d'agir, entre guillemets, un peu en dehors de la loi, si jamais il n'y avait pas d'état d'urgence, et cela permet par exemple de mener des arrestations, de faire des enquêtes, ce qui peut se faire très difficilement. Alors il y a quand même la loi de 2015 qui a été votée en ce sens, donc c'est là où ça rejoint ma première question. Pourquoi cet état d'urgence alors que c'est déjà entré dans le droit commun? Vous savez, ça entre dans le droit commun, mais à un certain moment, il faut passer à notre cap, il faut durcir ces mesures. Surtout que ça va se faire sur un mois pour voir les résultats. C'est en fonction aussi parce que les autorités ont pris des décisions, c'est en fonction des services de renseignement, des renseignements qu'ils ont eus dans les pays voisins, qu'est-ce qui se passe en Libye, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aussi en Égypte, dans le Sinaï. Il y a beaucoup de terroristes qui sont basés à cet endroit-là. Donc on peut se dire, mieux vaut prévenir que guérir. Donc on va vraiment essayer de taper là pour faire fort et puis rassurer en même temps. L'état d'urgence, ça sert aussi d'effet psychologique pour la population. On va se dire finalement, il y a l'état d'urgence, donc on accepte certaines mesures, certaines restrictions et en même temps, on aura la sécurité. Alors justement, vous parlez de la population. Certains Tunisiens parlent d'un état d'urgence qui est assez liberticide. Est-ce que vous comprenez ce contraste, en tout cas dans les avis concernant cet état d'urgence?
Ben oui, Marie-Thérèse. oui, bien sûr, parce qu'ils se sentent quand même un petit peu épiés, ils sont restreints dans leur mouvement, mais comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il faut que les citoyens tunisiens aussi participent à cet état d'urgence. Je sais que ce n'est pas facile pour eux, mais puisque c'est pour la sécurité de la population, il faut que chacun fasse un minimum. L'État a fait le sien, les citoyens aussi, bon, sans rentrer dans le misérabilisme ou bien les plaintes, mais il faut que chaque citoyen se sente aussi protégé par cette police, que se sente protégé aussi par le gouvernement. Gratien. Oui, en fait, il faut voir ce problème d'insécurité dans la sous-région, dans la région, disons, le monde arabe, que ça part de l'Afrique jusqu'en Asie, dans le Moyen-Orient. C'est un problème qui est global. On ne pourra pas résoudre ce problème, même en Tunisie, même en Libye, sans vraiment regarder globalement ce problème. Ce qui se passe en Syrie, quelles sont les causes de la guerre, qui a combattu Daesh en Syrie, ce ne sont pas les Américains ou les Occidentaux, mais ce sont les Russes, ce sont les mêmes Russes qui reviennent en Égypte pour aider les Égyptiens à combattre. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'il y a un ensemble, les Américains et les Israéliens, qui n'aimeraient pas vraiment qu'il y ait la paix dans la sous-région, parce que ça renforce un axe qui peut, disons, sembler, disons, être un problème pour les Israéliens, et donc les Américains étant des alliés. Ce qui fait que tout ce qui déstabilise le Moyen-Orient et la région arabe de l'Afrique est toujours bon pour les Américains et aussi les Israéliens. Donc c'est un problème vraiment global à traiter, je dirais même au niveau des Nations Unies, ce qui fait que ça sera difficile pour un seul pays de régler ce problème. Alors, et sans oublier que oui, la Russie et les États-Unis, ce sont les grands rivaux. Donc, quand les Américains voient que la Russie a presque un pied en Libye, parce que c'est la Russie qui a aidé M. Bachar al-Assad en Syrie, pardon. Donc, ils voient ça d'un mauvais œil, que la Russie puisse être là, donner peut-être un coup de main et aussi souffler une certaine politique qui est anti-américaine, disons le mot. Donc c'est un danger pour les Américains tout à fait. Alors vous l'avez évoqué en début d'émission, la Tunisie donc fait face à un retour des terroristes qui étaient à Sirte donc en Libye. Ils étaient également à Mossoul sur le territoire irakien. Daesh qui subit également un grand déclin en Syrie. La Tunisie qui forme l'un des contingents les plus importants, donc voit ce grand nombre de combattants qui revient en Libye. Il est donc impossible pour l'heure d'envisager toute levée de l'état d'urgence, même après le mois de mars. Je ne crois pas, parce qu'il y a beaucoup à faire. Tout ce contingent, on sait qu'une partie se trouve en France, en Europe, plus principalement en France, une certaine partie en Belgique, mais l'autre partie, c'est la grande majorité reste quand même en Afrique du Nord, en Tunisie, en Égypte, avec le Sahel qui est à côté. C'est une zone de non-droit où on ne peut pas être derrière chaque citoyen. Il y a aussi l'Algérie aussi. Donc, je crois qu'il faut absolument... Et les pays occidentaux peuvent aussi participer à cela en aidant la Tunisie à recenser ces ressortissants qui viennent. On ne sait pas quelles sont leurs intentions, qu'est-ce qu'ils veulent, mais je ne crois pas qu'ils viennent pour la paix. Ils viennent parce qu'ils veulent encore un autre fief. Et la Tunisie étant quand même à côté, ils se disent, voilà, une nouvelle base nous permettra non seulement de reprendre les forces, mais de redorer notre blason et voilà, et d'engendrer encore d'autres participants. Gratien. Oui, il y a un problème en fait au niveau de la guerre en Syrie, parce que en fait, la guerre en Syrie, les Occidentaux, quand ils ont soi-disant libéré Raqqa en Syrie, en fait, ils ont sauvé, ils ont, disons, extirpé les combattants de Daesh. Les combattants de Daesh ont été exfiltrés, disons, de la ville pour envoyer dans d'autres villes. Et les Syriens, les Russes aussi, quand ils se battent contre Daesh, à un certain moment, ils demandent, ils négocient, et les combattants repartent avec leurs armes individuelles et vont vers les villes, comme dans une région comme Idlib,
Donc, ce qui fait que ces combattants ne sont pas vaincus en soi, mais sont évacués dans d'autres villes. C'est devenu une politique pour éviter les casses. De ce fait, on voit presque tous les combattants qui quittent une région pour aller dans une autre. Et aujourd'hui, comme ils sont chassés de la Syrie, ces combattants partent vers le Sinaï, l'Afrique, la Libye. Donc, on va se retrouver avec tout le Daesh en Afrique, alors qu'il était déjà en Syrie. On aurait pu les combattre entièrement en Syrie. Mais c'est la politique actuelle menée par disons, les Américains et aussi, en certains moments, les Russes. La géopolitique, hein. Oui. Absolument. Alors, est-ce que les autorités tunisiennes, en tout cas sur le plan judiciaire, n'est pas quelque peu désarmées face à ce retour finalement? Absolument. C'est un afflux et c'est très important. Et ils font face à un ennemi qui est invisible, ne l'oublions pas. Donc, ils se fondent dans la masse, ils se rasent la barbe, ils portent les vêtements. Ils deviennent comme les citoyens normaux, alors qu'ils sont là en train de préparer quelque chose. Moi, je dis bravo à la Tunisie et que si d'autres pays, vraiment, on peut participer à cet état d'urgence, aider la Tunisie, je ne sais pas, au moyen logistique ou conseil, ce serait vraiment quelque chose de bien. Alors, ça fait quand même plus de 2 ans que cet état d'urgence a été instauré. L'objectif premier, c'était justement de préparer les autorités à une situation d'urgence. Là, 2 ans après, visiblement, la Tunisie n'est toujours pas préparée. Mais vous savez, la Tunisie, c'est un pays, on peut dire, c'est un pays démocratique, un pays qui n'est pas dans l'histoire de la guerre. Donc, cette situation déstabilise le pays. On aurait aimé, par exemple, que cette situation qui se trouve dans le Moyen-Orient ou surtout dans le monde arabe, l'Afrique arabe, l'Afrique du Nord, il faudrait que tous les pays, notamment, peut faire appel à un pays qui connaît bien le terrorisme comme l'Algérie, de s'y mettre et d'aider beaucoup, de s'impliquer en Tunisie, même en Libye, parce que si on ne veut pas combattre le terrorisme dès qu'il est encore en dehors de ses portes, de ses frontières, au moment où il arrive chez soi, ça pose beaucoup de problèmes. Je pense que les Arabes pourraient vraiment se mettre à combattre le terrorisme sans s'occuper, en excluant les Occidentaux, parce qu'ils ne font pas vraiment le boulot tel que les autres le veulent, mais c'est juste pour montrer qu'ils sont là, mais en réalité, ils ont d'autres visées. Merci beaucoup à tous les deux. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.